Wouhou! Ça évolue très vite! Peut-être même un petit peu trop, je trouve. Mais c'est intéressant de voir la mentalité des personnages être un petit peu chamboulée via les événements qui suivent et comment certaines choses peuvent paraître un petit peu plus insignifiantes que d'autres sur certains points et comment d'autres peuvent gagner en importance selon les nouvelles informations, selon un changement de statu quo. Et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Je pense que cet épisode mérite un pouce levé, en dépit du fait que ça va un peu vite, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et je sais même pas par quoi commencer exactement, vu tout ce qui se passe. On va commencer par aller Max et Anne, et c'est incroyable, mais je n'ai pas détesté ça. Je trouvais que c'était vraiment pas mal comme façon de se pencher sur la psyché d'Anne et ce qu'elle a vécu alors qu'elle se confie à Max qui la protège. Voilà, on a commencé à nettoyer donc le petit bordel sanglant qu'elle a fichu et on se met d'accord sur le message, le mensonge à faire passer, même si les prostituées sont pas non plus super joyeuses quoi. Elles ont un petit peu peur qu'elle reste là, mais elle tient absolument à ce que Anne reste pour la protéger et c'est là que Anne finit par se confier en étant vraiment totalement détruite à un certain degré par ce qu'elle a fait parce qu'elle se rend compte qu'elle est allée trop loin à cause de sa colère et elle finit par dire son passé, ce qui l'a amené à être un petit peu la femme qu'elle est aujourd'hui, même si ça ne lui plaît pas forcément tant que ça, puisqu'elle s'est mariée très jeune avec un mec qui l'a maltraité et qui la faisait faire en tournante avec d'autres mecs, donc voilà, un mec charmant, et au bout d'un moment, lorsqu'elle avait 13 ans, donc très jeune donc, hein, elle a été sauvée par Jack qui a vu que c'était un comportement inacceptable et c'est pour ça qu'elle l'a suivi. Elle finit par dire qu'elle regrette peut-être un petit peu ça au bout du compte parce que peut-être qu'il fallait qu'elle-même décide de se sauver de là plutôt que quelqu'un d'autre. Ce qui est dans ce cas précis, un message un peu particulier à faire passer parce que quand on a grandi en ayant cette image qu'on vous renvoie, c'est difficile de se sortir soi-même et c'est bien d'avoir de l'aide, mais dans sa mentalité du moment, je comprends totalement où elle veut en venir, quoi. Elle a cette sensation de ne pas avoir de vie à elle, au bout du compte. Et lorsqu'elle est tombée aussi bas et qu'elle sent qu'elle a plus rien à se raccrocher après avoir perdu Jack, ça se ressent cette détresse. Et ça justifie davantage l'acte qu'elle a fait dans l'épisode précédent, parce que j'ai trouvé vraiment l'épisode d'avant que c'était un petit peu excessif après ce que Jack a fait. Mais étant donné qu'on appuie davantage sa considération quant à son problème de libre arbitre, en fait, le fait qu'elle devait absolument se rattacher à quelque chose pour avoir une raison de vivre, on comprend qu'elle ait pété un plomb à un certain degré dans la mentalité qu'elle affiche. Et le fait qu'elle se sente totalement vidée après avoir fait ça, et que Max, touché par elle, veuille la protéger, il y a quelque chose de très mignon là-dedans, de très touchant. Hein, parce que voilà, les prostituées se disent, on n'est pas sûr de vouloir qu'elle reste, quoi. Pas moyen de faire en sorte qu'elle se barre et que nos hommes l'empêchent de revenir. Elle dit, non, 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 elle m'a sauvé la vie alors que tout le monde se foutait de moi. Faut dire que c'était un petit peu de ta faute aussi, hein, tu t'es livré à ces pirates, mais bon, merde, bref. Elle m'a sauvé, je m'en fous de ce que les autres diront, elle est sous ma protection. Et vous essayez pas de me la jouer en douce, celle-là. Hein. Si j'apprends quoi que ce soit, que vous essayez de faire quoi que ce soit contre elle, t'as pas perdé pour votre cul, hein. Donc voilà, t'es très sur la défensive par rapport à elle. Et une fois de plus, c'est un truc que je peux lui reconnaître à Max, qu'elle est vraiment conciliante et qu'elle essaye vraiment d'aider, d'être reconnaissante envers ceux qui l'ont aidé. Envers Jack qui a aidé à participer à sa libération et surtout envers Anne. Et malgré tout ce qu'elle a fait, elle se dit non, je veux toujours la protéger parce que je peux comprendre cette mentalité torturée qu'elle a. Donc elle essaye un tout petit peu de la faire reprendre pied doucement, elle l'habille différemment, ce qui fait que lorsqu'elle
finit par sortir un peu de sa chambre pour manger un petit peu et qu'elle reste un petit peu seule, il y a quelqu'un qui la prend pour une prostituée du coin. Mais c'est pas trop grave puisque le mec est plutôt gentil, hein. C'est un mec qui l'aborde très doucement. Bonjour, je m'appelle Jacob Garrett, je crois. J'arrive pas à croire que je me souviens de ce nom. Mais... Jacob, ça me parle bien. C'est des prénoms comme ça qui parlent. Bref, je m'appelle Jacob. Attends-toi à avoir un nouveau capitaine parce que moi aussi, je cherche à avoir un nouvel équipage. Il est très. Il est plutôt doux dans sa façon de l'aborder et voilà, c'est pas le mauvais bougre. Et lorsqu'elle suit le mouvement sans rien dire, lorsqu'il lui propose donc faire la chose, elle est totalement désemparée, déboussolée, elle sait pas quoi faire, elle est juste là, je sais pas ce que je fais, quelle est ma place quoi. Il y a quelque chose de très fort que fait ressortir l'actrice sur le fait qu'elle est totalement paumée tout de suite et qu'elle n'a absolument aucune idée de quoi faire. Quand on lui propose quelque chose, elle suit, mais elle veut pas jusqu'au bout parce que le mec, c'est pas non plus quelqu'un qui va lui sauter dessus, quoi. Donc c'est très fort, hein. Elle finit par être sauvée par une des prostituées, la seconde prostituée principale. Faudra que j'apprenne son nom à celle-là, j'imagine, c'est Adèle ou un truc comme ça. Enfin bref, quoi. Pour ne pas y passer. Et Max est vraiment là pour la réconforter en disant tu sais quoi, je veux étendre mes horizons, me rapporter plus de fric et pas juste grappiller les restes d'Eleanor, et pour ça je vais avoir besoin de personnes capables, pas juste des prostituées, notamment quelqu'un qui pourrait avoir des connaissances en maritime, hein, et qui pourrait naviguer et aussi un petit peu espionner pour moi. Et donc elle pense directement à Anne, c'est à dire que même si elle veut évidemment l'aider, elle veut quand même un petit peu utiliser ses compétences pour son profit. C'est évident, hein, pour leur profit commun. Donc très intéressant. Et ouais, est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec Jack lorsqu'il reviendra? Parce que étant donné qu'il a un petit peu gagné l'estime de son équipage avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, c'est pas impossible qu'il puisse faire valoir sa voix pour reprendre Anne, parce qu'il l'a dit il y a 2 épisodes de ça, je veux faire en sorte de te reprendre le plus vite possible. Mais donc je sais pas, c'est intéressant. Je suis sur le cul de dire ça, mais ouais, la partie sur Anne et Max était très intéressante, surtout pour la psychologie de Anne, bien montrée à ce moment-là. Comme quoi, hein, tout peut arriver. Et donc, il va se passer pas mal de choses sur la plage avec donc les votes pour qui va commander un petit peu tout ce beau monde. Alors déjà, on a les arguments électoraux, si j'ose dire, de nos deux capitaines qui luttent. C'est Hornigold qui commence et on se dit ouais, ça va peut-être être un jeu politique important, sauf que non, hein. Enfin, ça va être un jeu de manipulation, mais pas celui qu'on croit, puisque les 2 hommes qui ont été envoyés il y a quelques épisodes de ça, surveiller les Espagnols qui gardent l'or de l'Urca, sont revenus plus tôt que prévu, et la raison en est que il n'y a plus d'or. Il rapporte que l'or n'est plus là, et il a vite été embarqué, et c'est plus disponible. Et donc, leur rêve de richesse est complètement râpé, ce qui change totalement la donne. Et tout de suite, je me suis dit, ouais, non, non. Il y a anguille sous roche, il y a un truc qui va pas, hein. C'est clair que cet or est encore là, ou il est encore disponible d'une certaine façon, et ils se foutent de notre gueule, ces deux-là, hein. Ils ont été payés par quelqu'un. Je m'attendais pas à la révélation de fin, mais c'était clair qu'ils étaient payés par quelqu'un pour avoir une plus grosse part du gâteau en mentant aux autres. Et c'est ce qu'on découvrira à la fin. Mais ça change totalement la dynamique parce que tout le monde le croit. Et maintenant qu'il n'y a plus cette promesse de richesse à disposition, et ben, les gens sont beaucoup moins déjà chauds pour attaquer le fort de Vayne. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout au bout du compte. L'importance, c'est que Flint voulait au départ centrer son attention sur Abigail autant que sur l'or, et donc il disait non, on veut quand même surtout l'or, alors que Hornigold voulait se concentrer sur l'or juste après avoir défait Vayne. Donc l'or, ça c'était prioritaire, et maintenant que l'or n'est plus dans la balance, c'est clair et net qu'on veut plus de ce combat inutile contre Vayne, donc ça se retourne totalement contre Hornigold qui ne va pas pouvoir aller très loin par rapport à ça. Donc il est déjà un petit peu capoute, hein, il n'y a plus grand chose à faire. Alors que, quand même, j'apprécie le fait qu'on appuie que c'était une possibilité, hein. L'intro, elle dure quelques minutes et tu te dis, ouais, ça va être vraiment un jeu politique, et chacun aura les bons arguments pour manipuler les autres. Et non,
Non, en fait, ça va jouer différemment. C'était très intéressant. Et ouais, il y a cette nouvelle situation où Silver se sent totalement lésé. Alors, oui, on avait promis d'aller jusqu'au bout pour cet or. S'il est plus là, qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous un petit peu. Et c'est là que Flint lui balance un bon argument, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez de meilleures situations en vue. Dans la situation dans laquelle vous êtes, on vous écoute. Vous avez un certain pouvoir sur les autres. Vous pourrez trouver une autre situation comme ça facilement si vous vous barrez comme vous, bon vous chante n'importe comment. Et ça semble convaincre Silver qui se dit ok, je veux participer à votre délire, à votre combine, pour suivre vos idéaux, même si je ne les partage pas, parce que c'est ce qui semble aller le mieux pour moi. Et il fait un discours très fort qui est plutôt bien pensé parce que voilà, Flynn se dit c'est pas moi de balancer ce genre de discours, il faut que ce soit quelqu'un qui leur donne l'impression d'être au même rang qu'eux. C'est pour ça que il espérait que Silver le fasse et il le fait en donnant le discours. Vous savez quoi, je vous apprécie pas. Moi, je voulais cet or pour me barrer et avoir une bonne vie, une vie rangée. Et au bout du compte, c'est pas un peu ce qu'on veut. Arrêtez de se prendre le chou. Si on a cette grâce que Flint essaye d'avoir, on ne pourrait pas espérer trouver ce qu'on veut avec moins de facilité. On n'aura pas directement tout l'or qu'on veut sur le coup, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver cette tranquillité, cette stabilité qui pourrait nous plaire? Et ils sont touchés par ça. Ils sont touchés par ça en grande partie parce que Silver a les bons mots pour le faire passer, et aussi parce que c'est quelqu'un de leur rang. C'est pas quelqu'un de puissant qui leur dit. Donc j'apprécie ça. Et voilà, il a les mots justes, il a le bons arguments qui convainc bien tout le monde. Seulement, ça énerve un petit peu Dufresne aux côtés de Billy qui se dit hein, c'est facile de manipuler les autres avec des bons mots, mais ce n'est pas une valeur sûre, une fois de plus, ce n'est pas une garantie. Et il faut penser au nôtre en étant sûr du résultat. Il se dit, il y a moyen de sauver 10 des nôtres, enfin nous deux et 8 autres des nôtres. Parce que bon, je n'ai pas parlé, mais celui à qui Billy a parlé du marché que la marine anglaise lui a proposé, c'était évidemment Dufresne. Donc il dit, oui, il y a moyen de nous sauver tous les deux et 8 autres, mais c'était toujours en dernier recours. Et c'est un truc très important, ça, qui sera bien souligné par la suite. Et Dufresne saute sur cette occasion. Il y a moyen de s'en sortir directement en livrant Flint. Il lui dit, je vais rassembler 8 autres hommes qui seraient d'accord pour aller jusque-là, et alors qu'il le fait, Billy le prend en revers en disant non. Non, hein, il amène tous les autres hommes de l'équipage en disant je veux la sûreté pour tous les hommes de cet équipage, montrant bien que il s'est attaché à vraiment toute cette équipe qui s'est forgée et qu'il considérait sincèrement le plan de Flint comme étant la l'alternative la plus sûre, celle qu'il voudrait le plus parce qu'il veut assurer la pérennité de tous les hommes, pas juste d'une poignée. Et il voit cette façon de sauter sur l'occasion de Dufresne comme une insulte en fait. Je suis prêt à sauver ma peau et celle de quelques autres en laissant tomber tous les autres. Parce que, au bout du compte, je suis largement plus égoïste que je le laisse paraître. Et oui, donc il prend ça très mal, il le confronte et empêche un petit peu ce plan de se fomenter. C'est assez fort, hein, c'est assez fort. On montre qu'il a ce souci pour le collectif qui était déjà présent dans la saison 1, et qui montre aussi pourquoi tout l'équipage l'adore. Hein, et il y a vraiment ce lien particulier avec l'équipage qui est très fort de la part de Billy. Et c'est un petit peu ce qu'il porte, parce que à cause de ça, évidemment, le coup de Dufresne ne marche pas tout de suite, et il vient parler à Flint alors que bon, les votes vont clairement aller dans son sens, mais il y aura quelques désistements, hein, quelques personnes qui se barreront, notamment donc évidemment Hornigold, mais également Dufresne, parce que voilà, ils voudront pas poursuivre ce régime-là où ils ne pourront pas une seule seconde accéder au pouvoir. Et ouais, il appuie bien son argument, Billy, tout en soulignant que j'ai dit aux hommes que vous avez essayé de me sauver alors qu'en fait je n'en suis pas sûr. Lorsque vous m'avez tenu la main, lorsque je vous ai tenu la main avant de tomber, j'ai senti vos doigts me lâcher. Alors, je vous cache pas que j'ai pas fait gaffe à ce point à cette scène, c'est allé tellement vite, il m'a semblé qu'il donnait l'impression qu'il voulait le sauver, mais peut-être que c'est une impression qu'a eu Billy, peut-être que c'est quelque chose qu'il a fait de façon irréfléchie, cet homme pourrait me poser problème, inconsciemment
il a lâché un petit peu sa poignée, je ne sais pas. Peut-être qu'on essaye d'être un petit peu mystérieux, de rester un petit peu énigmatique et nébuleux là-dessus pour garder un peu d'interprétation, parce que c'est pas impossible qu'on n'ait pas plus d'explications là-dessus. Je m'attendais pas à ce qu'on se centre à ce point sur cette scène. Pour moi, ça me paraissait presque évident que c'était un accident globalement ça, mais cet accident n'est pas total puisque il a profité d'une occasion en fait, dans un sens, Flint, si c'est bien ce que Billy décrit. Donc, intéressant, intéressant. En tout cas, voilà, sans donner plus d'explications à ça, il se dit même si je ne vous fais pas confiance, je pense au bien-être de tout le monde et votre plan est celui qui a le plus de chances de marcher. Et ça ne veut pas dire que je vous tiens pas à l'œil, hein. Ah non, 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 hein, je vais pas vous faire confiance, hein, je vais pas croire tout ce que vous dites bêtement, hein. Je vais prendre ça avec une pincée de sel à chaque fois. Donc on voit qu'il y a cet intérêt commun, mais une méfiance très forte qui s'est instaurée malgré tout. Donc assez fort, assez fort. C'est un bon retour en force du personnage de Billy. Et un bon développement du personnage de Silver. Puisque on finit par découvrir à la fin de l'épisode qu'il a un peu trafiqué cette affaire-là, hein, et bien parlé à Max en lui disant ok, rassure-toi pour le coup de la prostituée et du pirate, c'est bon, tout le monde croit au mensonge, tout le monde parle du fait qu'ils se sont échappés et qu'ils ne sont pas morts. Voilà, donc le mensonge est bien passé. C'est un peu rapide, c'est un peu facile, mais ce genre de truc, ça peut se couvrir. Si les putes peuvent facilement trahir un secret, elles peuvent facilement en garder un, semble-t-il, en faire passer un mensonge. Donc les putes ont vraiment énormément de pouvoir, apparemment, hein, énormément. C'est dingue hein, à ce point. Et il finit par dire, ok, tu sais quoi, j'ai vu les hommes revenir et je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils sont revenus aussi vite? Sans doute que l'heure n'était plus là et que par je ne sais quel moyen vaudou, Flynn a trouvé un moyen de le virer de là de ses propres moyens pour nous manipuler. Mais en fait, non, l'or était toujours là. Et le truc qui les a fait revenir plus tôt, c'est que les hommes, les Espagnols sur la plage, étaient tous atteints d'une maladie qui les frappait et c'était beaucoup moins gardé, beaucoup plus facile à obtenir. Et il a vu là-dedans une opportunité de se faire un peu plus de couilles en or en disant ok les gars, suivez le mensonge que je vais vous donner et on se fera beaucoup plus de parts. Donc voilà, ils ont relayé le fait que l'or n'était plus là et et qu'en fin de compte, Silver va essayer de mettre en place un équipage pour aller le chercher. Et c'est pour ça qu'il va voir Max. Est-ce que tu aurais moyen de faire un équipage pour m'aider à y aller? Et je... Ouais. Le truc avec ça, c'est qu'une fois de plus, étant donné que tous les secrets transitent par les prostituées, c'est pas impossible que ça marche, ça te merde, mais voilà, arriver à former un équipage sans alerter Flynn là-dessus, ça va être délicat, délicat. Mais bon, ça montre bien son côté fourbe et je saute sur la moindre occasion pour m'en sortir avec le plus de bénéfices possible. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Et j'aime bien ce petit rappel au début des deux personnages où ils ont œuvré ensemble en complices, où ce coup-ci, c'est pas elle qui lui donne les solutions, c'est lui qui vient lui proposer l'affaire. Donc on change un petit peu la donne, on fait ce petit parallèle au début, c'est cool. C'est cool. Vous usez bien des personnages d'Al et de Max dans cet épisode. Je trouve ça dingue. Ça faisait plusieurs épisodes que j'en avais rien à foutre d'eux, là, d'elle plutôt. Et waouh, vous les gérez parfaitement là. C'est super. Donc, le seul bémol que j'aurais à dire sur tout ça, parce que pour l'instant, tout ce que j'ai décrit, c'est limite rien à redire, honnêtement, c'est que c'est peut-être un petit peu trop en un seul épisode, en fait, tous ces développements, tous ces coups en traître, tous ces personnages qui finissent par partir ailleurs et tout et tout. Je n'en ai pas parlé, excusez-moi, j'ai failli oublier, mais il y a aussi le petit rebondissement de Dufresne qui va voir Hornigold pour lui parler de l'alternative. Plutôt que de se barrer et aller voir ailleurs, il pourrait peut-être arriver à avoir une monnaie d'échange en livrant Flint. Mais ce coup-ci, il ne ferait pas appel aux gens de l'équipage de base, mais vraiment à Hornigold et certains de ses hommes qui seraient beaucoup moins tout pour l'équipe entière. Donc c'est intéressant, ça montre qu'il n'a pas lâché l'affaire. Et donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se trament, beaucoup de développement, de changement de statu quo pour beaucoup de personnages. C'est un petit peu trop peut-être en un seul épisode.
Je pense que ce genre de choses aurait peut-être gagné à être un tout petit peu moins rapide. C'est allé sur 2 épisodes peut-être. Ça aurait peut-être été un petit peu moins dense et plus fluide. Mais ça reste quand même bien fait. Et j'avoue que ça m'a particulièrement agrippé durant la majorité de l'épisode. Il reste une dernière chose qui là aussi est très bien faite, et c'est tout le passage autour d'Abigail et d'Eleanor. Où Eleanor a la combine pour la faire sortir de là, et c'est plutôt intelligent parce que voilà, on montre qu'elle connaît cet endroit comme sa poche, hein, cette île comme sa poche. Elle sait qu'il y a des catacombes, des sous-sols qui peuvent permettre de revenir à l'île sans passer par l'entrée principale. Donc voilà, et elle en parle à Abigail pour qu'elle se barre ensemble. Abigail qui a quelques petites retenues quand t'as la personne à laquelle elle compte la livrer, Eleanor, parce que voilà, elle a un souvenir plutôt positif de Miranda du peu qu'elle l'a vu. Par contre, le capitaine Flint a une sale réputation. C'est genre le pire pirate qui soit. Et si c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir rapidement, c'est peut-être la raison, au bout du compte, pour laquelle on est prêt à gracier 10 pirates pour le capturer, peut-être parce que c'est le pirate le plus célèbre sur les flots, c'est pas impossible. C'est c'est vrai que, étant donné que toute la saison 1 et demi qu'on a suivi, c'était lui qui peinait à gérer son équipage pour son objectif, ça m'avait pas paru évident que Flynn, plus grand pirate de tous les temps, vu encore comme ça, mais c'est peut-être ça la seule explication. Voilà, c'est le plus grand pirate. Le capturer, ce serait un coup fort pour la marine, donc ok. C'est une explication tellement logique, hein, peut-être qu'il y a plus aussi, hein, c'est pas impossible non plus, hein, faudra voir. Enfin bref, quoi, elle a un peu peur de Flint, mais Eleanor la rassure en disant rassurez-vous, il est plutôt sympa. Un peu brut de décoffrage, un petit peu bourru, mais si on le connaît, il peut être gentil, hein, il peut être gentil, en tout cas mieux que Vane. Et donc elle se met en chemin dans les souterrains. À un moment donné, elle tombe sur une porte fermée par cadenas. Il y a un petit suspense parce qu'elle est rouillée, donc c'est difficile de l'ouvrir et de la refermer. Mais avec pile poil le bon timing, elle parvient à passer et à refermer ça, à s'apprêter à refermer ça, alors que Vane apparaît. Et c'est un moment de tension assez fou à couper au couteau entre ceux-là, où Vane se sent trahi, mais ne le montre pas en étant en colère, quoi. Il montre surtout la déception sur son visage, et le fait que qu'il veut vraiment sauver ça jusqu'au bout, en disant, ok, tu m'as déçu, mais il y a moyen de rattraper le coup. Tu jettes ses clés, tu me files ses clés, tu me rends Abigail, et je peux arranger le coup. Je peux faire en sorte que ça aille bien entre nous. Mais si tu fermes ce cadenas, t'as pas fini d'entendre parler de moi, ma petite. Et ouais, il y a ce moment ultra tendu où les deux se regardent, où elle hésite, Eleanor, parce que, punaise, quoi, rien que sa présence fout les jetons, et il est même pas énervé, quoi. Sa simple présence et le simple regard qu'il lui adresse, il fout vraiment les jetons. Elle finit par se décider de fermer le cadenas et de partir avec Abigail, ce qui promet des représailles assez graves. Mais bon, grâce à ça, elle a pu ramener Abigail à Miranda et Flint. Donc Miranda l'accueille bien, elle a un petit peu peur de Flint, mais lorsqu'il se présente sous son ancien nom, James McCraw, enfin, je me souviens de ce nom, j'arrête pas de dire, je me souviens pas comment il s'appelait, maintenant je sais. Hein, son vrai nom de départ c'est James McCraw. Elle semble un peu plus ouverte et ouais, le plan semble bien parti. Les hommes sont convaincus, c'est lui qui a le commandement. En surface, ça semble s'arranger de façon fluide pour lui, mais il y a énormément de choses qui se trament derrière les coulisses, avec Hornigold et Dufresne, avec Silver qui a trafiqué la vérité sur l'or de l'Urka, et avec Vane qui va chercher à le venger. Ça va être beaucoup de choses délicates à gérer. D'ailleurs, Eleanor et lui ont une autre discussion, Eleanor et Flint, sur ce qu'ils ont dû faire, les coups en traître qu'ils ont dû faire pour arriver là où ils en sont, pour atteindre cette espèce d'idéal qu'ils se sont fixés. Et ils se disent, ouais, est-ce que ça vaudra le coup? Est-ce que ce sera simple à gérer par la suite? Ils s'essayent de donner un peu le courage, tandis que, en guise de cliffhanger de fin d'épisode, on voit Richard qui a eu quelques petites apparitions, histoire de dire qu'il comprenait un petit peu comment les rouages de la chose fonctionnaient, et on appuie davantage aussi
que Lord Ash est vraiment impitoyable, implacable avec les pirates depuis pas mal de temps, donc ça risque d'être délicat à gérer, même avec Abigail. Donc voilà, on est un peu sur le kiff par rapport à ça, hein. Le plan se déroule pour l'instant comme il est prévu, mais au moment d'arriver là-bas, il y a toujours cette grosse incertitude. Il rentre chez lui en chariot à la fin de l'épisode et il est bloqué par une troupe un petit peu en silhouette d'ombre et ça me paraît logique que ce soit des gars de Vayne. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui suis pas physionomiste, mais leurs silhouettes m'ont pas dit directement, ah c'est forcément si ça, je fais juste un lien logique. Étant donné qu'il veut se venger d'Eleanor, une des cibles de choix ce serait son père. Et donc c'est un peu là que ça se termine, son père qui est un petit peu assailli par des gens alors qu'il rentre chez lui, je sais pas où exactement. Et oui, c'est très intéressant, très intéressant. Il n'y a pas de choses très fortes à redire honnêtement, à part que ça va peut-être un petit peu trop vite pour la richesse de ce que ça veut raconter. En toute sincérité, c'était ultra solide, fort, tendu et prenant cet épisode. Beaucoup de choses se développent avec une certaine intensité, pas mal de rebondissements très intéressants. Excellent, excellent. Le meilleur épisode jusqu'à présent pour moi. Donc, cool, cool, hein, si ça se poursuit comme ça sur la fin, si ça reste à ce niveau de suspense dans les derniers épisodes, ça risque d'être un final grandiose de saison 2. Mais bon, on verra. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!